Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et les représentants des partis politiques, ceux de la société civile et des médias sur l'état d'avancement de l'enrôlement et de l'organisation du vote des Nigériens de l'extérieur. Ensuite, nous parlerons de la conférence publique organisée mardi 21 mars à la faculté des sciences et techniques de l'université de Niamey par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec l'université Abdou Moumouni de Niamey et l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni. L'actualité, c'est aussi la libération des otages français Olivier Dubois et américain Jeffrey Woodke qui étaient détenus au Mali depuis plusieurs années par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria. Gare Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Arimi, bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons dire quand même un mot au sujet de l'élection des membres du Conseil supérieur de la communication, tant au niveau des médias privés que publics. Mamoune Gado, allez-y, juste 30 secondes. Un mot au sujet de l'élection des membres du Conseil supérieur de la communication. Oui, donc, comme vous venez de le dire, il y a eu les élections. D'abord au privé, des candidats, en tout cas, pour les postes de conseiller au niveau donc, du Conseil supérieur de la communication. Et hier, nous avons également suivi le déroulement des élections au niveau du public. Donc, je fais partie, en tout cas... vous faites partie des candidats? Je fais partie des candidats qui ont postulé pour le privé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu passer, donc ce n'est que partie remise. Mais je sais que dans toute élection, en tout cas, il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais c'est cela, je sais que c'est vraiment comme ça, mais c'est la manière, la procédure où les choses se sont passées qui m'a un peu offensée. Merci beaucoup, Mme Gado. Gare Amadou, allez-y. Oui, donc je pense que tout ce qu'on peut souhaiter pour ceux qui sont élus, parce que je crois qu'il y a 3 qui ont été élus au niveau de la presse écrite. Vraiment, je suis triste parce que Moumoun n'a pas été élu. Ceux qui ont été élus, je leur dis félicitations. Parce qu'au niveau du public, je crois qu'hier, on a élu aussi le représentant. Mais le plus important pour nous, qu'est-ce que ceux qui ont été élus vont apporter à la corporation? Et je pense que c'est ça le plus important. Nous leur souhaitons bonne chance dans l'intérêt du travail. Vous les connaissez tous? Je les connais tous, en réalité tous. Est-ce qu'ils sont en mesure de relever les défis du moment? Je pense que beaucoup ont d'expérience, parce que je connais des gens qui ont évolué au niveau de l'ONIMED, qui sont au niveau de la maison de la presse, qui vont déjà au niveau du CSC. Donc il y a des échelons qui ont été gravis. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est des gens qui ont une expérience, parce que c'est des gens qui sont des vieux journalistes, ce n'est pas des jeunes, n'est-ce pas? Je pense qu'ils vont faire le travail. En tout cas, je compte sur eux. Je ne leur donne pas un chèque en blanc. J'ai dit, je souhaite que le travail qu'ils vont faire va se faire en toute impartialité et dans l'intérêt de la presse nigérienne. Merci beaucoup, Gare Amadou. Abakari Arimi, rapidement. Moi, en fait, je ne connais pas beaucoup de gens. Il semble que déjà, normalement, le représentant du président de la République, c'est souvent lui qui est le président, qui va être le président du CSC. Il y a le représentant du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée, ainsi de suite. C'est eux qui, généralement, dirigent l'institution et voilà, le Conseil supérieur de la communication. Et eux ne sont pas élus dans tous les cas. Peut-être qu'ils sont parfois désignés par des personnes qui ont été élues. Toujours est-il que moi, je pense que c'est aux journalistes, n'est-ce pas, d'être vraiment, de rester en veille. Parce que c'est de la défense de nos intérêts et de notre métier qu'il s'agit. C'est l'institution à laquelle on est le plus lié.
qui va, dont la direction va être changée. Et on espère que ceux qui vont venir, même s'ils ne sont pas en notre faveur, n'est-ce pas, qu'on aura les moyens. Parce qu'il y a un problème auquel on est confronté aujourd'hui, malheureusement. Les journalistes sont étiquetés, n'est-ce pas? Que ce soit certains sont étiquetés comme étant des journalistes du pouvoir, d'autres de l'opposition. Je ne sais pas aussi s'il y en a qu'on qualifie d'être neutres, mais ce n'est pas ça notre problème. Normalement, on a des problèmes communs. Parce que tu es au pouvoir aujourd'hui, demain tu ne l'es pas. Il y en a qui vont tout faire pour être toujours du côté du pouvoir, mais la grande majorité, même si vous êtes lié à un pouvoir aujourd'hui, demain ça ne sera pas le cas. Faisons les choses pour que ça soit neutre et que ça serve le journaliste nigérien. Merci beaucoup, Abakari Arimi. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 24 mars par la rencontre les 16 et 17 mars à Niamey entre la CENI, les représentants des partis politiques, de la société civile et ceux des médias sur l'état d'avancement de l'enrôlement et l'organisation du vote des Nigériens de l'extérieur. La CENI se réjouit du succès de l'opération. Le président de l'institution a saisi l'occasion pour annoncer que c'est après toutes les étapes de l'établissement du fichier final que le collège électoral sera convoqué pour la tenue du scrutin le 18 juin 2023. Maimouna Diado, l'opération s'est déroulée au niveau de 335 centres d'enrôlement et de vote. Elle a mobilisé 560 opérateurs d'enrôlement, 47 superviseurs administratifs, 21 superviseurs techniques et 213 transcripteurs. Y a-t-il des observations particulières à faire à ce niveau, selon vous? Je n'ai pas à dire grand-chose. Maintenant, ils ont fait l'état de la situation de l'enrôlement biométrique. Et au niveau donc de la diaspora, les élections pour la diaspora, je me dis que déjà tout est dit. Tout a été apprécié par les uns et les autres, les acteurs qui étaient devant donc, le président de la CENI, pour l'écouter. Et je juge que, moi je n'ai pas trop grand-chose à dire par rapport à ça. Abakari Arimi, l'examen des réclamations a été effectué par les commissions administratives de la CENI à travers sa direction technique chargée de l'informatique et du fichier électoral biométrique, a assuré que la CENI a assuré que leur prise en compte dans la base des données la CENI a assuré que tout a été pris en compte dans la base des données. Cette déclaration du président de la CENI vous rassure-t-elle? Oui, elle s'est trompée un peu, je crois, en disant Abakari Arimi. Oui, c'est ça. Non, c'est la question, c'est Gary Amadou. Voilà. L'examen des réclamations a été effectué par les commissions administratives et la CENI à travers sa direction technique chargée de l'informatique et du fichier électoral biométrique, a rassuré le président de la CENI. Cette déclaration du président de la CENI vous rassure-t-elle? Oui, en fait, ceux qu'elle doit rassurer, ce sont les partis politiques qui sont en compétition pour ces 5 postes de députés. Et je crois savoir que pour le moment, il n'y a pas de voix discordante par rapport à ça. Il n'y a pas de couac. Non, il n'y a pas de couac. Et le plus important, c'est quoi? C'est que toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus des préparatifs, de l'organisation et peut-être le scrutin qui aura lieu, je crois, je ne sais pas, en octobre. Oui, en juin. En juin, je crois. Donc, je pense que c'est le plus important. Et on sent quand même une certaine sérénité qui tranche avec ce qu'on avait vu pendant les préparatifs des élections législatives et présidentielles. Là, on sent une certaine sérénité de la classe politique. Une certaine unanimité. On sent que le processus est vraiment, les esprits sont un peu plus tranquilles et puis les gens s'acheminent tranquillement vers les élections. Voilà, et bonne chance à ceux qui vont gagner. Mais moi, je sais que beaucoup de tort a été quand même causé à la diaspora. C'est vrai que le Covid est là pour celui qu'on peut indexer, c'est le coupable principal. Mais
quand même, c'est des députés qui ont perdu pratiquement 2 ans de législature. N'est-ce pas? Moi, j'avais posé des questions. J'ai dit, mais écoutez, alors, est-ce qu'il y a la possibilité pour ces députés-là, puisque ce n'est pas leur faute, est-ce qu'il y a ça pour qu'on leur fasse une sorte de rappel des premiers? On dit non, ça commence le jour où ils prennent fonction. J'ai dit, mais c'est dommage pour eux, mais le plus important, c'est peut-être la contribution qu'ils vont amener au niveau du débat parlementaire. Merci beaucoup, Gary Amadou. Abachari Arimi, après toutes ces étapes, l'établissement du fichier final, le collège électoral a été convoqué par un décret du 8 mars 2023 en vue de la tenue du scrutin le 18 juin 2023. Comment rompre définitivement avec les contestations et les crises post-électorales? Écoutez, c'est aussi simple que ça. La règle est connue de tout le monde. Les gens contestent quand ils s'estiment lésés. Il faut faire les choses dans la transparence. Il faut communiquer avec je me permets de dire les protagonistes, n'est-ce pas? Les différents partis qui sont candidats ou qui soutiennent un candidat, et ainsi de suite. C'est vraiment la transparence, comment dirais-je, il faut vraiment respecter les règles. Il y a des règles qui sont fixées pour faire ce travail-là, il faut les respecter. Et voilà, quand on peut faire des élections sans que l'un ou l'autre parti ne soit là, bon, vous voyez, ça peut ne pas. Mais quand tout le monde participe, quand tout le monde a pris part au scrutin, quand tout le monde est convaincu de la manière dont le décompte est fait, il n'y a absolument pas. Moi, je pense que c'est la transparence. Et généralement, quand il y a une contestation, il n'y a pas de fumée sans feu. Gary Amadou, quelles sont concrètement les attentes des Nigériens au sujet, et même des Nigériens du Niger et des Nigériens de l'extérieur au sujet de ces élections des Nigériens de l'étranger? Bon, les Nigériens de l'étranger, l'habitude des élections qui se passent au niveau de la diaspora se déroulent dans le calme. Il n'y a jamais d'actes de violence ou comme on voit ici à Niamey. Est-ce que vous comprenez? Genre des bagarres ou des manifestations. Non, non, non. Tout se passe vraiment, en tout cas au niveau du déroulement de l'élection, les choses se passent normalement. Et il n'y a pas beaucoup de contestations au niveau de l'élection de la diaspora. La plupart des contestations que vous voyez là, après l'élection, là, elles concernent surtout les élections qui ont eu lieu sur le territoire national. En réalité, je n'ai jamais entendu une quelconque contestation par rapport au vote de la diaspora qui se déroule la plupart du temps, j'ai dit, dans de bonnes conditions. Mais les gens estiment, par exemple ici, certains estiment qu'ils sont lésés. C'est pour ça que parfois il y a de la contestation ici. Mais d'une manière générale, je dis, tout se passe normalement d'habitude. Merci à tous. On a servi une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Les otages français Olivier Dubois et américain Jeffrey Woodke qui était détenu au Mali depuis plusieurs années par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mais sains et saufs, selon le ministre nigérien de l'Intérieur Amadou Adamou Souley, les deux ex-otages ont été remis aux ambassadeurs de leur pays résidant ici à Niamey. Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao au Mali et l'humanitaire américain Jeffrey Woodke a quant à lui été enlevé le 14 octobre 2016 à Abalaka au Niger. Gary Amadou, l'implication de l'État nigérien dans les négociations ne fait aucun doute. Le président français Emmanuel Macron a dans un tweet publié lundi exprimé toute sa reconnaissance au Niger après la libération du journaliste Olivier Dubois. Que faut-il retenir au sujet de la libération de ces otages français et américains détenus au Sahel? D'abord, je crois qu'il faut mettre en avant l'expertise maintenant du Niger dans le domaine des négociations concernant les otages occidentaux. Ce n'est pas la première fois. On se rappelle qu'en 2013 déjà, c'était sous la houlette du président Issouf Mahamadou que les otages qui ont été enlevés à Arlit, les otages comme les otages d'Arriva, n'est-ce pas, les 5 otages avaient été enlevés en 2010. En 2013, grâce en tout cas aux tractations menées par le Niger, ces 5 otages ont été libérés. Aujourd'hui encore, le président Bazoum démontre que le Niger a une expertise dans le domaine. Et ce n'est pas pour rien que le président, n'est-ce pas, Macron remercie le Niger. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de
de maîtrise de processus. Oui, mais est-ce que c'est une fierté nationale, l'expertise nigérienne? Non, si ça peut sauver des vies, oui. C'est une fierté nationale. Tant qu'on peut sauver des vies. Vous savez, les otages, souvent, il y a des otages qui ont été décapités. Je me rappelle de Michel Germanou, le Français, qui avait été décapité parce que les Français refusaient il a été décapité. Donc, tant qu'on peut sauver des vies, c'est bien. Maintenant, peut-être la question que les gens se posent, c'est quelle est la contrepartie que le groupe de soutien à l'islam, aux musulmans, a eu pour pouvoir les libérer? Parce que c'est des gens qui ne libèrent pas les gens comme ça. Donc, est-ce qu'on a versé de l'argent? Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'on a libéré des prisonniers djihadistes dans les prisons du Niger ou du Sahel, quelque part, des hauts cadres du GNIM? Ça aussi, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qui sont les gens qui sont impliqués dans le processus de négociation? C'est peut-être ça que les gens veulent savoir, les contours. Mais ça, pour le moment, on ne l'a pas eu parce que moi, j'ai eu la chance, j'étais à l'aéroport. Vous êtes journaliste, qu'est-ce que vous avez entendu dans les coulisses? Non, franchement, je n'ai rien entendu. Vous savez, les langues ne se délient pas facilement dans un premier temps. Les contours de ce qui s'est passé, c'est après qu'on l'apprend. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, il faut mener un travail d'investigation et discuter avec des gens de confiance qui peuvent vous faire confiance s'ils vous font de confidence que vous n'allez pas les citer. Au niveau du Niger, partout, de la France ou même partout. Moi, j'étais à l'aéroport à l'accueil de ces deux otages avec des journalistes français, beaucoup de journalistes français et américains, des journalistes étrangers. Mais pratiquement personne ne connaissait réellement ce qui s'est passé. La preuve, quand on est parti à l'aéroport, on ne savait même pas quelle est l'activité qu'on allait mener. C'est à l'aéroport qu'on apprend que non, ce sont deux otages qui vont venir à l'aéroport. Qui vous a invité? Oui, non, c'est-à-dire que c'est pas la peine que je vous dise qui nous a invités, mais nous avons des canaux. Oui, ces otages-là sont venus du Niger ou du Mali? Vraiment, je ne sais pas. J'imagine qu'ils sont venus du Mali. Parce que, vous savez, Olivier Debois a été enlevé à Gao. Il était détenu où? Je ne sais pas. Jeffrey Woodke a été enlevé à Balak, au Niger. N'est-ce pas? Depuis 2016. Il a été amené au Mali, mais où? Voilà la question que les gens se posent. Donc, certainement que s'ils ont été amenés à partir du Mali, c'est qu'ils ont été convoyés vers un endroit où un avion peut les prendre. Moi, je me rappelle bien des péripéties qui ont entouré la libération d'autres otages, où c'est en pleine brousse que le général Djengere, à l'époque de Blaise Compaoré, atterrissait avec un hélicoptère. La vidéo circulait quand même sur les réseaux sociaux. Atterrissait dans la brousse avec les deux otages et ils les prenaient et ils les amenaient. C'est-à-dire que les terroristes, vous savez ce qu'ils font? Ils sont prudents aussi. C'est-à-dire que quand ils libèrent des otages, ils donnent un point. Oui, un point neutre où ils vont dire à tel endroit, venez, on va faire les échanges. À telle heure. À telle heure. Ils viennent, ils déposent. Ils sont sûrs qu'ils seront sains et saufs parce que les médiateurs qui sont en tête du processus ont déjà des garanties qu'il n'y aura pas de représailles ni de tentative de chercher où est-ce que le terrorisme. Non. Ils déposent les otages, n'est-ce pas? Et puis, s'il y a une contrepartie, on leur donne la contrepartie et puis tout le monde se sépare. C'est le général Djengere d'habitude qui prenait. Vous comprenez ce qui se passe. Donc, j'imagine mais ici, au Niger, qui sont les facilitateurs, qui sont les négociateurs? Tu n'as pas suivi ce que je suis en train de te dire. C'est que je t'ai dit que pour le moment, ce sont des détails qu'on n'a pas. On n'a pas de détails sur qui sont impliqués dans le processus. Au niveau de la libération des otages d'Areva, le nom de Mohamed Akoté avait circulé. J'imagine que c'est certainement... Moustapha Imam Shafi. Oui, mais Moustapha ou l'imam Shafi a participé dans la plupart des processus de négociation. Vers le Burkina. Voilà, au Burkina. En tout cas, il était le conseiller de Blaise Compaoré. Bon, mais je suis sûr qu'il a certainement... J'imagine qu'il a été mis en contribution. Mais vous savez, j'ai dit ça, je fais de la spéculation. Ce n'est basé sur rien du tout de sérieux. Merci beaucoup, Gary Amadou, Abachari Arimi. Un grand secret entoure quand même les conditions de libération de ces deux otages, selon beaucoup d'observateurs. Avez-vous une idée au sujet des conditions de la libération de ces deux anciens otages français et américains? Non, je n'ai aucune idée. J'ai vu presque à l'instant que ça a été publié sur Internet, que les deux otages viennent d'être, d'abord on a cité Olivier Dubois, puis on a cité le nom de l'Américain, qu'ils viennent d'être libérés. Et de fil à aiguille, ça s'est juste concrétisé, ça s'est confirmé. Vous savez, c'est comme il l'a dit, la prudence est de mise dans cette affaire, mais aussi c'est une forme de négociation. C'est pourquoi on dit que même dans la guerre... Quand il y a les négociations, il y a forcément contrepartie. Nécessairement. Et vous avez vu, il y a des fois où, les États européens se refusent de mettre certaines choses en œuvre eux-mêmes,
n'est-ce pas, passent par l'entremise de nos pays pauvres, n'est-ce pas, qui parfois remettent les sacs d'argent pour prendre entre les mains des intermédiaires. Voilà, ainsi de suite. Donc, mais dans tous les cas, les langues vont se délier. Et ça ne vient généralement pas de chez nous. Les sources nous viennent souvent de l'extérieur et c'est normal peut-être parce que c'est eux, c'est leurs compatriotes qui ont été enlevés, c'est eux qui ont certainement dû débourser, donc ils vont donner la partie de l'information qui les intéresse et qui couvre aussi, parce que c'est des activités, des actes posés, c'est des hommes d'honneur qui font ce genre d'activités, c'est-à-dire il n'y a vraiment des pas hommes dignes de confiance. De confiance, parce que de la même manière que les terroristes doivent être dignes de confiance, dans ce cadre-là, de la même manière, ceux qui font les tractations doivent aussi être dignes de confiance. Souvent, parfois, il y a des répercussions et il y a des assassinats, des enlèvements encore qui reprennent, des menaces, d'autres affaires qui surgissent parce que c'est quand c'est mal exécuté. Et donc, oui, c'est sûr que dans quelques mois, peut-être dans quelques années, nous aurons des précisions, des dossiers secrets vont sortir et qui vont nous enchanter, qu'on va bien lire et commenter en ce moment. Mais en ce moment, on n'aura absolument pas accès à l'information, il faut être sûr. Maimouna Diado, que faut-il comprendre au sujet de la libération des otages français et américains Olivier Dubois et Geoffrey Woods? Mais est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dedans, puisque les autres confrères aussi l'ont dit? Vous aussi, vous n'avez rien compris au sujet? Je n'ai rien compris. Moi, je n'ai vu que sur les réseaux sociaux, la libération, et que c'est le Niger qui a facilité les choses. Et comme ils l'ont dit aussi, c'est vrai, ça c'est entouré de beaucoup de questions, et que nous ne pouvons pas dire à l'instant précis comment les choses se sont passées. Mais maintenant, avec l'histoire, un jour viendra où tout le monde sera en tout cas mis au parfum de comment a eu lieu donc ces libérations. Mais tout ce que nous souhaitons aussi, puisque aujourd'hui le Niger est capable de faciliter les choses et d'aller jusqu'à la libération de ces deux qui ont été enlevés. Et ce qui est aussi surprenant, c'est vraiment celui qui a été l'humanitaire qui a été enlevé depuis 2016 et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Et visiblement en bonne santé. En bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que là, il faut vraiment féliciter en tout cas la manière dont ils ont été détenus. Ils ont été détenus. Donc, et également la manière dont, en douce, les négociations se sont passées sans que nous autres, nous sachions véritablement ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'ici aussi, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons aussi des détenus. Des forces de défense nigériennes qui ont été enlevées au cours des raids et tout. Là aussi, peut-être s'il y a possibilité aussi de négocier leur libération aussi, ça serait encore mieux. Gary Amadou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je vais rebondir par rapport au dernier point. Effectivement, les militaires nigériens qui ont été enlevés. Ouais. Le problème, c'est qu'au Sahel, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui est pratiquement disposé souvent à dialoguer, en tout cas à négocier pour pouvoir libérer les otages. C'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est lié à Al-Qaïda. L'État islamique ne négocie pas, c'est ça le problème. L'État islamique, c'est pratiquement complètement fermé. Et c'est l'État islamique qui a enlevé la plupart de nos militaires. C'est l'État islamique. Pratiquement toute la zone de 3 frontières, là, c'est l'État islamique qui mène la plupart des... Ils ne font pas de prisonniers. Ils ne font pas d'otages. Ils font des otages, mais à la longue, c'est pour faire une vidéo de leur exécution et puis de montrer. Ce qui s'est passé en Irak et en Syrie l'a prouvé. Ce qui s'est passé, on ne négocie pas avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est difficile. Donc, si on a la chance que les militaires nigériens ont été enlevés par le GNIM, il y a des chances que... Et je pense que si le Niger n'a pas mis la balance des militaires, c'est que le GNIM ne détient pas de militaires nigériens. Maintenant, le simple fait que les otages sont apparus effectivement, apparemment, en bonne santé, ça, c'est aussi à mettre au crédit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ça veut dire qu'ils s'occupent de leurs otages. Ils ne les maltraitent pas. Parce qu'on ne sent pas... On s'attendait à voir des gens amaigris. Non, apparemment, ils sont malades. Non. Oui, ça veut dire que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sur le plan de la communication, cette libération-là va leur servir. Parce qu'ils libèrent des otages qui sont
apparemment en bonne santé, n'est-ce pas, qui mange bien, parce que quand on voit l'Américain, on est étonné de le voir en forme comme. C'est vrai qu'il avait une béquille, mais il est en forme. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et quelque chose que avec lequel je vais finir. Oui, allez-y. De grâce, que les Occidentaux ne prennent plus de risques à partir dans des zones où on leur dit que c'est dangereux. Parce que... il y a des consignes à respecter. Ils ne respectent pas souvent. Moi, je me rappelle, il y avait des otages et des journalistes espagnols qui avaient été assassinés, vous vous rappelez, au Burkina, ou je ne sais pas, dans une zone là, 3 caméramans qui ont été lâchement assassinés parce qu'ils sont partis dans une zone dangereuse. Ne prenez pas de risques, pardon. Notre métier là, il n'est utile que quand on est vivant et qu'on le fait. Tout à fait. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Gary Amadou. Abakar Yarimi, comment mettre fin au financement du terrorisme au Sahel? Le financement, il faut savoir d'abord d'où est-ce que ça vient. Oui, mais s'il y a des rançons qui ont été versées, ça va contribuer fortement au financement du terrorisme. Oui, mais là, Gary vient de le dire, c'est par là où il a fini en fait. Il dit qu'il conseillerait à nos confrères, vraiment, notamment expatriés, de ne pas se hasarder. Et même aux humanitaires. Oui, bien sûr, les humanitaires aussi. Parce que certainement ils sont monnayables et c'est pourquoi si ça contribue à financer le terrorisme, ça c'est des choses à arrêter. Mais dans tous les cas, moi je pense que le terrorisme se finance de diverses manières, n'est-ce pas? On nous dit par exemple que les populations des zones où ils sévissent payent l'impôt. C'est une manière aussi de financer le terrorisme. C'est une façon de financer le terrorisme. Il semblerait qu'il y a des puissances, en fait, des pays bien connus qui soutiennent le Génim, par exemple, peut avoir des soutiens, notamment au Moyen-Orient ou en Asie, ainsi que l'État islamique. N'est-ce pas? On peut savoir un peu quels sont les pays qui soutiennent pour telle ou telle autre raison, dont souvent ce n'est même pas des ressortissants qui sont les animateurs de ce groupe-là. Donc vraiment, je pense qu'il est extrêmement difficile d'empêcher. Maintenant, il y a des moyens, n'est-ce pas, de pister l'argent qu'ils ont, l'argent qu'ils récupèrent, l'argent qu'ils rançonnent et tout, et de savoir d'où est-ce que ça peut venir et tout. Et aussi aujourd'hui, les gens mettent beaucoup l'accent sur le banking, n'est-ce pas, c'est-à-dire de ne pas dépenser du cash, parce que c'est aussi ça. S'il n'y a pas le cash, c'est extrêmement difficile qu'un virement leur soit fait par une banque et que ça ne soit pas détecté de la façon dont les choses sont organisées aujourd'hui. Mais toujours est-il, il faut qu'il n'y ait pas des adhérents, que le terrorisme n'ait pas de soutien au sein de la population. C'est-à-dire des soutiens, parce que les gens soutiennent en leur âme et foi. Et donc, est-ce que la pauvreté ne contribue pas? Justement, la pauvreté, l'injustice, la mauvaise gouvernance, même si souvent Gary n'aime pas qu'on en parle. Mais tu vois, la mauvaise gouvernance, c'est des choses qui aggravent vraiment le succès de ces groupes-là. Merci beaucoup. Les jeunes qui n'ont pas de travail et les jeunes qui ont été formés à grands frais, qui sont très intelligents, qui peuvent apporter énormément de choses à nos pays, quand ils sont mis à l'écart, quand ils n'ont aucun espoir, leur espoir se trouve de leur côté. Est-ce qu'il y a eu des cas ici au Niger, des gens formés qui se retrouvent... Mais vous vous rappelez du jeune homme de vers Sanam, dont la carte a été retrouvée? C'est un étudiant régulièrement inscrit, n'est-ce pas? Quand je me mets à sa place, à son âge, à ce niveau d'études, tu ne rêves pas de prendre des armes et aller mourir. Merci beaucoup, Abakar Yarimi et Gary Amadou. Est-ce que l'État nigérien peut contrôler quand même le financement du terrorisme? Oui, l'État nigérien peut contrôler, il a dit, au niveau des banques. Vous comprenez? Parce qu'il y a la CENTIF quand même qui est là, qui contrôle tous les flux financiers qui vont d'un pays vers un autre. Mais vous savez, les terroristes sont très intelligents. Vous avez des ONG caritatives qui, sous le prétexte de l'humanitaire, des ONG caritatives de pays arabes, sous le prétexte de l'humanitaire, servent à financer le terrorisme. Ça, on n'en parle pas. Moi, je ne veux pas indexer des pays, mais suivez bien mon regard, on sait de qui je parle. Donc, ce sont des ONG qui sont là, mais qui font semblant de faire de l'humanitaire, mais en fait, qui font du prosélytisme même
et qui font du financement du terrorisme. Vous avez effectivement la question des taxes, vous avez les trafics en tout genre. On sait que les groupes terroristes, parfois... Il y a l'exploitation des ressources minières. Mais bien aussi, sûr. Maintenant, ils sont dans l'or. Hein. Ils sont dans l'exploitation de l'or. Maintenant, en plus, les trafiquants de drogue, pour les passages dans certains couloirs, ils payent. Et ce qui fait qu'ils sont souvent escortés. Parce que les terroristes disent que la drogue, tant que c'est et pas même pour... les commerçants qui payent les taxes pour passer. Je vous explique. Il y a eu ce débat-là au niveau de Al-Qaïda quand le Nord Mali avait été occupé. Et les chefs d'Al-Qaïda ont dit la drogue, elle va pour l'Europe. Et donc, a priori, ce n'est pas les musulmans qui la consomment. Donc, ce qu'il faut faire, il faut négocier avec les trafiquants, qu'ils payent quelque chose, et puis vous les escortez, et puis ils amènent la drogue. C'est ça leur idéologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a cela. Il y a le trafic d'armes, il y a le trafic de tous les trafics pratiquement. Mais le plus dangereux, c'est le paiement de rançon. Parce que quand vous payez des rançons, quand vous payez 20 millions de dollars, c'est un gros paquet d'argent pour les terroristes. Et là, c'est très facile pour eux de s'approvisionner. C'est pourquoi c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi j'avais dit c'est extrêmement dangereux de payer de l'argent. Et j'avais conseillé à ceux que les ressortissants étrangers ne prennent pas de risques. Parce qu'en prenant de risques, ils se font enlever, on paie de l'argent et le phénomène continue de perdurer. Merci beaucoup, Gary Amadou. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, en fait, c'est pour rebondir à ce que Gary vient de dire à l'instant. Ça veut dire que quand on regarde même ici, dans certaines de nos régions, là, Maradi par exemple, où c'est le kidnapping, on demande de rançon pour pouvoir les libérer, mais c'est à peu près la même chose, parce qu'ils demandent de l'argent, vous amenez l'argent, on libère votre otage. Ainsi de suite, ça fait financer le terrorisme. Ça veut dire que ça continue. Ça veut dire qu'il se plaît aujourd'hui à se retrouver dedans. Donc, c'est chaque fois... Effectivement, le phénomène, on observe ce phénomène dans la région de Difa et dans la région de Maradi. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est parce que tout simplement, ils se retrouvent dedans. C'est un financement aussi. Donc, il faut prendre... Et qu'est-ce qu'il faut prendre là-bas? C'est les commerçants. C'est les commerçants, ceux qui sont nantis, qui ont de l'argent, on les prend et puis vous payez et puis ils vous donnent le prix, hein, vous payez et puis ça ne veut pas dire que demain ils ne vont pas revenir encore prendre la même personne. Voilà en fait comment les choses se passent. Donc si nous, déjà ici au Niger, avec ces petits individus, ces terroristes qui font cela, ça veut dire que là où il y a les couloirs de passage, où la drogue, tout ce qui s'en sert, les armes et trucs passent, mais ça veut dire que c'est gros. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Rapidement, juste un mot, c'est pour dire que par exemple les talibans, au niveau de l'Afghanistan, ceux qui sont au pouvoir actuellement, les talibans, ils se sont vraiment beaucoup investis dans la culture du hashish, n'est-ce pas? Qu'ils ont cultivé et vendu pour résister, rester dans les maquis jusqu'à ce que les Américains ils n'en consomment pas. Non, bon, personne ne sait. Moi, je ne sais pas. C'est pas interdit. Ok, donc vous voyez, oui, c'est des choses qui se font. La drogue, n'est-ce pas? Les rançons. Ça, si on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter aussi le financement. Merci beaucoup à tous. On nous a servi une courte pause. Dernier aspect de ce forum de la presse, situation sécuritaire et réponse militaire. Quel rôle pour la jeunesse nigérienne? C'est le thème d'une conférence publique organisée mardi 21 mars à la faculté des sciences et techniques de l'université de Niamey par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec l'université Abdou Moumouni et l'union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette rencontre qui se veut cadre d'échange direct fraternel entre le monde universitaire et les forces armées nigériennes a pour objectif principal de rapprocher la jeunesse de son armée. Abachari Arimi, pour les initiateurs, cette activité vise à faire cerner les multiples menaces, notamment terroristes, auxquelles le Niger fait face et les moyens matériels et humains mis en œuvre pour les endiguer. Quelle est votre opinion au sujet de cette conférence publique de l'université du ministère de la Défense nationale? Je trouve que, sincèrement, c'est une très bonne chose. Ces enfants-là, on ne peut rien faire aujourd'hui, n'est-ce pas, pour dans le cadre du développement de notre pays ou de la sécurisation de notre pays. Sans les impliquer. Et je pense qu'ils ont eu du tact
Et dans tous les cas, ça doit venir. Parce que, comme disent les Hausa, par là où on est monté, là, il faut descendre par là. Parce que le rapport entre les étudiants et l'armée depuis 1983 n'était pas du tout ça. Et aussi la possibilité pour ces enfants d'intégrer. Parce que, oui, quand tu n'as pas un certain niveau et tout, c'est facile d'être recruté. Mais quand tu as un certain niveau, ils savaient qu'il y a quelques années, on n'allait même pas encore les rapprocher. Parce qu'il faut être tel, il faut être fils de tel pour pouvoir être. Or, je le disais dans l'autre sujet, que la justice, c'est justement que tout le monde soit concerné et que tout le monde ait la possibilité d'aller vers où il veut dans son propre pays. Donc, que ces jeunes-là... Je vais vous donner un exemple simple. En Mauritanie, la jeunesse a joué... Aujourd'hui, on dit toujours que non, ils ont un accord avec les terroristes, ne les attaquent pas, mais ils se sont pris tôt. L'emploi est très développé en Mauritanie. Les jeunes ont du boulot, n'est-ce pas? L'État a tout fait pour créer le boulot et même ceux qui sont dans l'armée, leurs salaires ont été doublés, n'est-ce pas? Et le recrutement se fait massivement dans tous les milieux de la jeunesse. Ceux qui sont instruits comme ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est des conditions qui ont été créées pour que les enfants choisissent plus d'aller vers leur propre armée que d'aller vers ceux-là qui leur tendent la main. Parce que c'est pour les mêmes raisons que les gens partent. C'est le bien-être personnel et de leur propre famille. Quand la personne a étudié Master 1, Master 2, doctorat, ainsi de suite, et qu'il ne peut même pas travailler pour se nourrir lui-même, à plus forte raison sa vieille mère, mais écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai toujours dit... Mais est-ce que c'est une raison de se retrouver... Non, il n'y a pas de... Non, on ne donne pas la... Il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est très facile de dire que mais non, je ne prendrai pas... Moralement... Mais tous ceux qui sont en face de nous aujourd'hui, tous ceux qu'on qualifie de terroristes, mais c'est des enfants du terroir, non? Oui. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on se le cache. Et pourquoi? Et moi, j'ai toujours dit, quand l'État n'offre pas de perspective, quand le pays n'offre pas de perspective aux enfants, ils ont deux choix. Aller mourir dans le désert ou aller vers le terrorisme. Aujourd'hui, il est plus facile de traverser le fleuve et d'aller vers les terroristes que de prendre le chemin du désert. Et donc, ils le font. C'est aussi simple que ça. Et puis, il faut se dire une chose. C'est parmi les enfants, ceux qui ont le plus des idées, de suite dans les idées, qui font ces choses-là. Et donc, quand tu les as en face, tu as affaire à des gens qui sont intelligents, qui ont déjà fait le pour et le contre de ce qui s'est fait. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Offrons vraiment des possibilités sans... Vraiment, on ferme les yeux pour choisir parmi nos enfants. Parce que quand ils sont confrontés à une injustice, la solution, ils l'ont. Selon vous, le cadre a été le cadre choisi par le ministère de la Défense? Je trouve que c'est une très bonne chose, sincèrement. Je crois que il faut procéder comme ça, mais aussi il faut la confiance qu'il faut créer entre l'armée et la jeunesse. Et la jeunesse, c'est une très très bonne chose, parce que c'est comme quand les gens veulent qu'il y ait affrontement dans la rue entre la police et les organisations de la société, les jeunes qui vont sortir. Mais c'est des frères qui s'affrontent. Il faut qu'on évite. Voilà des façons de faire. Allons-y vers eux et ça va aller à mon avis. Merci beaucoup Abachari Arimi, Memouna Diado. Cette conférence publique vise à sensibiliser la communauté universitaire sur le rôle qu'elle peut jouer dans cette lutte contre le terrorisme. Concrètement, quel rôle la communauté universitaire peut jouer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? D'accord. Avant d'arriver à la réponse de la question, c'est que je voudrais dire que c'est une des interpellations, en tout cas, de ces étudiants-là. Quand vous regardez, à chaque fois quand ils rendent public une déclaration, ils parlent de la question sécuritaire au Niger qui les préoccupe. Donc, il faut interpeller, en fait, les autorités par rapport à ça. Et je pense que c'est une réponse déjà que le ministère aujourd'hui de la Défense a pu, en tout cas, se déplacer pour aller vers ces étudiants-là en collaboration pour pouvoir les sensibiliser. Les sensibiliser, quel aujourd'hui l'apport que ces étudiants peuvent amener, c'est parce que tout simplement, nous voyons que les gens sont plus proches de cette insécurité-là.
l'extrémisme violent aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train d'être enrôlés. Donc, il faut les sensibiliser, il faut leur dire que voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, voilà ce que nous sommes en train de faire, en tout cas comme autorité. Oui, mais selon vous, est-ce que c'est une très bonne chose ou quelque chose à consolider ou bien... Mais c'est une très bonne chose à consolider parce que là, ça veut dire que ces étudiants ont en face, en tout cas, l'autorité qui est en train de lutter contre le terrorisme. le terrorisme ici au Niger. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, ces étudiants-là, de poser beaucoup de questions, des questions peut-être qui sont tabous, et qui peuvent être posées et avoir des solutions. C'est en fait ça, hein, le cadre est créé parce que je me dis que être étudiant ne veut pas dire aussi aller en grève à tout moment, être dans la rue à tout moment. Des fois, il faut s'asseoir et regarder qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mener comme lutte, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour cette jeunesse-là. Parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, l'université, ce sont des étudiants. Demain, on dit bien que c'est la jeunesse. Les autres vont partir et c'est les jeunes qui vont rester. Maintenant, il faut, à travers ces formations-là, ces sensibilisations-là, déjà essayer de détecter les jeunes de demain. Les jeunes de demain. Parce que plus tu as la possibilité de poser des questions, plus ça veut dire que tu t'intéresses à la question. Et quand tu t'intéresses à la question, ça veut dire que tu t'intéresses à ta patrie. Merci beaucoup, Memouna Diado, Gare Amadou. Selon le colonel-major Chebou Idrissa, un panéliste, le Niger, malgré sa position géographique, le plaçant au cœur de toutes ces menaces, a su contenir et repousser toutes les attaques terroristes venant le plus souvent des pays voisins. Quelle est votre opinion à ce sujet? Il a parfaitement raison parce que moi j'ai eu la chance d'être à cette conférence-là. J'étais à l'université. Vous étiez là-bas? J'étais présent à cette conférence-là. Et je vous dis que je tire mon chapeau au ministre de la Défense, Al-Kassoum Indatou, parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de conférence où des militaires viennent devant les étudiants faire des exposés sur l'armée, n'est-ce pas? On a présenté l'armée de l'air, on a présenté la gendarmerie, on a présenté comment on appelle ça, les relations, le rôle de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et on a fait ressortir le fait que, en fait, vous savez, il y a deux sortes de combattants terroristes. Il y a le combattant terroriste qui adhère parce qu'il a l'idéologie, on l'a embrigadé, on lui a fait lavage du cerveau, on lui a fait comprendre que c'est le djihad qui va faire et que s'il meurt, il va au paradis. Il y a ceux qui vont parce qu'il y a le besoin. Mais est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas pour dire que c'est une excuse pour que, oui, dès que ça ne va pas, vas-y, prends une arme, va tuer ton propre frère. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si on me dit que non, oui, il n'y a pas de perspective. Dans ce cas, ils vont aller chez les terroristes. Comme ça, ils vont prendre des armes, ils vont tuer leur propre frère. Ils vont venir égorger leur propre parent. Non. Ce n'est pas une raison. Moi, ce que j'ai dit, c'est que cette conférence-là a été importante parce que les étudiants ont posé toutes les questions. Ils ont posé des questions par rapport à l'implantation des bases militaires. Ils ont posé des questions par rapport à la réactivité de l'armée, qu'il y a une attaque, la réactivité de l'armée de l'air. Ils ont posé beaucoup de questions et vraiment, c'était un débat assez vif, mais qui s'est achevé vraiment dans une atmosphère joyeuse, avec une photo de famille. C'est une expérience qu'il faut renouveler parce que le but, c'est quoi? C'est que pour l'armée, il fallait faire en sorte que les étudiants comprennent que ce n'est pas tout message qu'on partage sur les réseaux sociaux. Ça a été abordé. Ça a été abordé. Ce n'est pas tout message. Parce qu'il y a des messages contre les trucs, c'est pratiquement contre notre propre armée. On ne se rend pas compte. Et donc, faire attention à la propagande des groupes terroristes. L'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme. Faire attention aux messages qu'ils amènent dans les villages quand ils viennent au niveau parfois pour faire certains prêches. Et surtout, à encourager les jeunes à intégrer l'armée. Parce que, oui, ça a été abordé aussi. Ça a été abordé. On a expliqué comment est-ce qu'il faut rentrer dans l'armée, quels sont les critères pour pouvoir accéder à l'armée. Et donc, c'est en apportant sa contribution de cette manière-là qu'on arrive à défendre le pays. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays, le Niger est quand même assez... C'est-à-dire, on est assez confiant. Vous savez, on sait qu'on a une armée qui est capable, n'est-ce pas? On est en train de contenir le terrorisme. Ce qu'on voit dans les autres pays de la sous-région où 60% du territoire, 40% du territoire sont occupés pratiquement par des terroristes qui mènent leur vie comme ils l'entendent, on ne le voit pas ici. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, dans le domaine du renseignement, ça a été abordé, donner des informations. Quand vous voyez quelque chose, il y avait un slogan même que le colonel Chebou Idrissa avait, le colonel-major Chebou Idrissa a dit, il dit, quand vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Et le représentant du recteur l'a répété à la fin et les étudiants l'ont répété en chœur.
quand vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Et donc, quand vous voyez quelque chose de suspect, avertissez l'armée. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation et Mouria. Et Abakar Yarimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre sur nos 52 radios, pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Mustapha Ayouba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.